À tout à l'heure. Radio J. Radio J. Le 10-11. Lise Goutman. Radio J. La revue des revues. Lise Goutman. David Reinhardt, bonjour. Bonjour. Alors, cher David, ce matin, vous souhaitez nous parler du dernier numéro du Droit de Vivre que je montre à l'antenne pour les auditeurs qui nous regardent, dont le dossier principal s'intitule « Nier sans nier ». Pourquoi ce titre, en fait ? Emmanuel de Bono l'explique bien dans son texte introductif. Dans notre actualité, avec les possibilités offertes notamment d'une communication instantanée, massive et si peu modérée, le négationnisme voit ses chances décuplées d'apparaître comme un courant de pensée légitime. Avec l'installation d'Internet au tournant des années 2000, les négationnistes ont trouvé les moyens d'une diversification des arguments, des récits et des vecteurs de diffusion. Les angles et les techniques par lesquels la réalité peut se trouver malmenée pourraient être multipliés sans qu'il soit besoin, en fait, Lise, de la nier formellement. Alors, qui a créé, David, le concept de négationnisme ? Alors, c'est Henri Rousseau qui a créé ce concept dans son ouvrage majeur, Le syndrome de Vichy. Le révisionnisme de l'histoire, si vous voulez, c'est une démarche classique chez les scientifiques, c'est-à-dire que ceux-ci ajoutent au savoir critique sur quelque sujet que ce soit, et ça s'appelle réviser. On préférera bien sûr négationnisme, parce qu'il s'agit d'une idéologie, pas d'une démarche scientifique, ou même simplement critique. Une des plus hautes figures intellectuelles, Pierre-André Taguieff, écrivait que les mots n'appartiennent pas au ciel des idées. Qu'on le veuille ou non, ils ont des conséquences sur les faits. En fait, les négationnistes travaillent sur la langue. Alors, justement, Annette Becker, dans la revue, a recours à la citation de Victor Klemperer que je vous lis. Les mots peuvent être comme de minuscules doses d'arsenic. On les avale sans y prendre garde. Ils semblent ne faire aucun effet. Et voilà qu'après quelque temps, l'effet toxique se fait sentir. Ça va très loin. Alors, pouvez-vous nous donner des exemples problématiques de détournement de termes ? C'est important. Eh bien, prenez le terme génocide. Bien sûr. L'accusation de génocide visant Israël, nous rappelle Rudi Reichstadt dans la revue, est intégrée depuis la naissance de l'État d'Israël en 1948 au credo de l'antisionisme radical. Donc ça date pas du 7 octobre qu'on accuse Israël, l'accusation de génocide. Parce que l'accusation de génocide visant Israël avant, pendant et après la guerre à Gaza, il faut bien le comprendre, n'a pas d'autre, si vous voulez, n'a pas d'autre fonction que de donner une autorisation de la violence contre les Juifs. Donc la guerre à Gaza, elle était peut-être meurtrière, mais elle n'a pas été d'abord déclenchée par Israël. Elle pouvait s'arrêter à chaque instant, on l'a vu, à la condition que le Hamas libère les otages. Mais oui. Mais cette accusation, il faut bien le comprendre, permet de haïr les Juifs en toute bonne conscience. Si les sionistes sont les nouveaux nazis, les traquer devient un devoir moral. D'ailleurs, je rappelle le livre que les éditions David Reinhardt ont sorti sur le 7 octobre. Ah, merci. C'est normal, c'est normal. Manifeste contre l'effacement d'un crime, justement. Voilà. Alors, est-il permis d'argumenter face à un négationniste ? Il ne demande que cela, en effet, pour se rendre fréquentable. Annette Becker, dans la revue donc Le Droit de Vivre, rappelle les mots de Pierre Vidal-Naquet dans Les Assassins de la mémoire. Face à un Eichmann réel, il fallait lutter par la force des armes et au besoin par les armes de la ruse. Oui. Face à un Eichmann de papier, il faut répondre par du papier. Toutefois, sans se placer sur le terrain où se situe notre ennemi, Jean-Pierre Vernant, par exemple, disait qu'on ne discute pas la recette de cuisine avec un anthropophage. La négation des génocides a toujours été consubstantielle au crime et à sa perpétration. Alors, on a vu aussi, lors des massacres du 7 octobre, que presque dès l'apparition de ces informations, le déni s'est propagé à une vitesse stupéfiante. Dans quoi s'inscrit le négationnisme après le 7 octobre ? Alors justement, il y a un texte dans la revue qui traite ce sujet. Le droit de vivre, on rappelle. Oui.
Les chercheurs ont montré que le négationnisme vraiment sert de continuation à l'antisémitisme par d'autres moyens. Le déni n'est pas une simple erreur ou un malentendu innocent, c'est une véritable stratégie. Il est intentionnel, politique et destiné à contrôler la mémoire, c'est ce que rappelle Lev Topor dans la revue. Et le négationnisme, d'après le 7 octobre, s'inscrit pleinement dans cette lignée-là. Alors, quelles conséquences a ce déni ? Elles sont profondes. Sur le plan éthique, les survivants sont contraints de prouver leur souffrance, l'art vivant au passage. Sur le plan social, le déni alimente évidemment l'antisémitisme, c'est-à-dire que en présentant la souffrance juive comme fabriquée ou exagérée ou inventée, il réactive les tropes antisémites anciens de manipulation et de tromperie juive, exactement comme dans le négationnisme de la Shoah. D'ailleurs, les parallèles historiques sont glaçants. Sur le plan politique, le déni fragilise la lutte contre le terrorisme, puisque si les atrocités sont niées, alors les mesures de contre-terrorisme peuvent être décrites comme illégitimes. Et sur le plan juridique, le déni, bien sûr, entrave la justice. Quand le déni sape jusqu'à la reconnaissance des crimes, les poursuites deviennent quasiment impossibles. Voilà, donc c'est vraiment à beaucoup de niveaux. Oui. Lorsque certaines ONG féministes hésitent à reconnaître les violences sexuelles contre les femmes israéliennes, peut-on parler de négationnisme ? Eh bien, justement, Amit Soussana, qui fut violée en captivité, a rendu justement public son histoire afin de combattre ce qu'elle appelle le négationnisme du viol. Dans le cas des femmes israéliennes, le 7 octobre, nombre de défenseuses féministes sont restées silencieuses ou ont elles-mêmes participé au déni. Comment expliquer cette indignation sélective qu'on retrouve d'ailleurs, entre parenthèses, en ce moment dans certains milieux vis-à-vis des femmes iraniennes ? Ah, exactement. Alors, la sympathie a été largement accordée aux Palestiniens tués à Gaza, mais les Israéliens violés et assassinés le 7 octobre ont été présentés comme, je cite, des victimes indignes. Il y a deux chercheuses, Mia Bloom et Edna Eretz, qui ont recours au concept de victime idéale pour expliquer pourquoi. Les victimes sont crues plus facilement lorsqu'elles sont perçues comme faibles, innocentes et neutres politiquement. Les femmes yézidis, par exemple, réduites en esclavage par Daesh, correspondaient bien à cette image de victime idéale. Pas les femmes israéliennes, qui furent vraiment placées dans un contexte politique polarisé, où la sympathie était strictement réservée aux Palestiniens. Alors, il est aussi question dans la revue Le droit de vivre, nier sans nier, actualité du négationnisme. Il est aussi question dans cette revue des génocides arméniens et des Tutsis. Alors oui, parce que comme l'écrit Emmanuel de Bono dans la revue, la négation des génocides des Arméniens et des Tutsis met à jour des finalités semblables. La revue montre que le déni de mémoire en Turquie procède d'un négationnisme d'État qui prolonge l'humiliation des descendants des victimes. Et au Rwanda, la revue revient sur les origines d'une négation qui s'est structurée dans le sillage de la défaite et de la fuite des génocidaires. Alors aujourd'hui, des hommes politiques en arrivent à parler des génocides en disant rigoureusement n'importe quoi. Oui, prenez Mélenchon par exemple. Oui. Il avait par exemple expliqué que tous les génocides avaient été jusqu'ici d'ordre religieux et qu'on allait entrer dans l'ordre des génocides ethniques. La Shoah n'a cependant aucun rapport avec la religion. Souligne d'ailleurs Olivier Manoni, qui est auteur par ailleurs d'une magistrale traduction de Mein Kampf aux éditions Fayard, et il le dit dans un entretien qu'il accorde à la revue. Comment un homme politique, peut-on se demander, d'une telle culture, même si c'est un être abject, peut-il prononcer des absurdités semblables ? On ne sait plus ce que parler veut dire, David. Alors, ouais, une fois encore, c'est le langage qui prépare le crime. J'ai parlé tout à l'heure dans cet esprit de l'accusation faite à Israël d'avoir commis un génocide, et aux Juifs, maintenant, on les accuse d'être quand on parle des Juifs
dans certains mouvements politiques, on les accuse d'être des soutiens du génocide. C'est-à-dire que les faits ne comptent plus. Rendez-vous compte quand même, Lise, que Marine Tondelier, la chef du parti Les Écologistes, a pu affirmer à la télévision, sans être démentie, que je cite, 40% de la population à Gaza avait été exterminée. Et Francesca Albanese a pu même estimer que 38 000 enfants de moins de 5 ans, donc vraiment le grand n'importe quoi, avaient été tués à Gaza. Un chiffre qui est impossible, puisqu'il est supérieur à la totalité des enfants de cet âge vivant à Gaza, et même beaucoup plus élevé que les estimations de la totalité des morts causées par la guerre, combattants compris, nous rappelle Rudi Reichstadt dans la revue. Alors, il y a une confusion systématique, distillée de manière plus ou moins volontaire, qui débouche sur des agressions épouvantables. Voilà, c'est ce que dit Olivier Manoni dans la revue. Pour des raisons électoralistes, les Juifs se voient aujourd'hui, notamment par LFI et les Insoumis, donc assimilés aux sionistes. Les sionistes se voient assimilés à Netanyahou. On défend la Palestine contre Israël et ça glisse très vite vers on défend les Palestiniens contre les Juifs. Cette préparation des esprits, on la retrouve dans tous les génocides. Je le rappelle, vous retrouverez tout cela dans la revue Le Droit de Vivre, universalisme et antiracisme, nier sans nier, actualité du génocide, avec un grand entretien consacré à Olivier Manoni que vous venez de citer, David Reinhardt. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui et on vous retrouve très vite sur Radio J. Merci. Merci à vous. Comme toi ils ont le droit de vivre, le droit de vivre, le droit de vivre, le droit de vivre. Un enfant ressemble à... Ça, c'est uniquement sur Radio J. Radio J.